Ça va comme ça? Vous m'entendez partout? Ça va? Bon. Alors, je voudrais diviser en trois parties. D'abord, parler de sa vie et de ses activités politiques, et puis de sa philosophie, et de sa contribution aussi aux sciences, et finalement, la question de l'athéisme. D'accord? C'est ça. Et je pense que sa vie, pour moi, c'est un personnage très, très attachant. C'est quelqu'un que je trouve extrêmement intéressant. Il vient d'un milieu tout à fait particulier, surtout quand on voit les positions politiques qu'il a prises, parce qu'il vient vraiment de l'aristocratie britannique, de la grande aristocratie britannique. Son grand-père était ministre de la reine Victoria, et je pense, mais ça j'aurais dû vérifier, que ce qu'on appelle Russell Square à Londres est nommé en l'honneur de son grand-père. Et donc, ses parents sont morts très jeunes, et ses parents étaient des libres penseurs. Il avait une espèce de parrain, le faux parrain qui était John Stuart Mill. C'était des gens qui étaient proches de Mill, c'était vraiment dans la lignée des libéraux de l'époque et des penseurs, on va dire, qui dans un certain sens étaient progressistes pour l'époque et qui étaient en tout cas naïques en tout cas. Et seulement, comme il dit, quand ses parents sont morts, un tribunal a décidé, les parents voulaient qu'il soit élevé de façon rationaliste, et un tribunal a décidé qu'il devrait être élevé par ses grands-parents, et en particulier sa grand-mère, elle était particulièrement bigote. Alors il dit évidemment que peut-être le fait d'avoir pris cette décision n'a pas fait le bien qu'ils espéraient, et que peut-être en fait la perte de l'éducation chrétienne sera un problème, parce que ça cesserait de produire des gens aussi rationalistes. Et il dit évidemment que si les parents décident d'enseigner n'importe quel non-sens à leurs enfants, ça évidemment c'est autorisé, mais penser rationnellement, quand il dit quand j'étais jeune, c'était considéré comme illégal. Et donc ça c'est une des choses évidemment qu'il a très fort marqué, c'est cette éducation religieuse. Si vous allez à Londres, vous pouvez visiter dans Richmond Park, si je me trompe, Pembroke Lodge, qui est une maison qui maintenant est un salon de thé, mais qui était la maison que la reine Victoria avait donnée à son grand-père. Donc on parle vraiment pas du tout d'un milieu défavorisé, c'est un milieu vraiment tout à fait d'aristocratie, mais avec une jeunesse, quand on lit dans les mémoires, par exemple si vous lisez son autobiographie qui est parue en français récemment, en 2 volumes, je n'ai qu'un seul volume, vous montrerez tous les livres après, vous voyez c'était une jeunesse assez pénible. Il écrivait, il avait un cahier qu'il appelait les exercices grecs, où il écrivait en grec, avec des lettres grecques, en anglais ordinaire, ses pensées qu'il écrivait en alphabet grec pour les cacher dans sa grand-mère. Mais c'était de l'anglais. Bref. Et donc, en 1890, il va à Cambridge, et là, il commence à étudier à la fois la philosophie et les mathématiques, et je reviendrai par la suite sur justement ses intérêts philosophiques et mathématiques, mais je vais donner un aperçu de ses différentes activités, positions politiques, etc. Je lui ai dit que je vais commencer à parler de sa vie. Un de ses premiers engagements, et pour l'époque c'était vraiment très avancé, c'était le féminisme et ce qu'on appelait les suffragettes, c'est-à-dire les gens qui voulaient le suffrage universel pour les femmes. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit, donc c'était en 1907 qu'il y avait des manifestations pour le suffrage universel, c'était bien après. Il dit qu'il est impossible pour la génération la plus jeune d'imaginer l'aigreur de l'opposition à l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand, des années plus tard, j'ai fait campagne contre la Première Guerre mondiale, on y viendra, l'opposition populaire que j'ai rencontrée n'était pas comparable à celle que les suffragettes rencontraient en 1907. La foule nous criait des remarques méprisantes. Aux femmes, elle disait « rentrez chez vous et occupez-vous des bébés ». Et à moi, elle disait, et aux hommes, elle disait « est-ce que votre mère sait que vous êtes de sortie ?» Quel que soit l'âge des hommes. Des œufs pourris nous étaient jetés et ont atteint ma femme. Au premier meeting, on a lâché des rats de façon à effrayer les femmes, et des femmes qui étaient dans le complot, c'est-à-dire antiféministes, faisaient semblant d'être terrorisées de façon à jeter la disgrâce sur leur propre sexe. Donc ça vous donne une idée. Pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas eu de progrès en matière de féminisme, ça donne quand même une idée. Et donc, ça c'était un de ses premiers engagements. Le deuxième engagement,
et ça c'est celui qui l'a le plus marqué, qui était le plus de tournant dans sa vie, c'est la Première Guerre mondiale. Alors il y a un livre, bon, je vous ai apporté plein de livres, hein. Il y a un livre que je vous ai apporté qui s'appelle Le pacifisme et la révolution, publié chez Agone. Il y a de plus en plus de livres en français, il y en a plein évidemment en anglais, mais j'ai apporté ceux qui sont en français. Le pacifisme et la révolution, qui sont ses écrits de la guerre de 14. Et dans la préface, qui est faite par Jean-Jacques Rosin, qui est un philosophe proche de Jacques Louvresse en France, il dit Russell n'est pas le seul en Europe ou aux États-Unis à s'opposer à la Première Guerre mondiale dès le premier jour et à s'être engagé contre elle corps et âme. Mais, là où ils étaient, mais parmi les philosophes de renom, Russell est le seul. Tous les autres acceptent la guerre avec enthousiasme, résignation au sens du devoir. Alors, pour ceux qui ont entendu parler de ces philosophes, Husserl et Whitehead se conduisent en patriotes dignes et discrets, perdant l'un et l'autre un fils. Casserer, qui est un philosophe allemand, travaille au bureau de presse du ministère de la Guerre à Berlin. Wittgenstein, qui était un peu le disciple qui était autrichien, s'engage dans l'armée austro-hongroise. Il était à avec Husserl. Personne met dès le premier jour sa philosophie au service de la France. Alain, qui est un philosophe français, est pacifiste, mais pour des raisons morales et civiques s'engage et ne publiera contre la guerre qu'une fois celle-ci terminée. Quant à Dewey, qui est un des principaux philosophes américains, il soutiendra l'entrée en guerre des États-Unis. Et donc, vous avez cela, et un livre ici que j'ai d'un philosophe italien marxiste qui s'appelle Domenico Losurdo, qui est assez intéressant, qui s'appelle Heidegger et l'idéologie de la guerre, et assez intéressant sur justement les idées des intellectuels, particulièrement allemands à l'époque, évidemment Heidegger, Spengler, mais aussi Max Weber, par exemple. C'est très étonnant de voir l'enthousiasme et l'idéologie, ce qu'il appelle la Kriegsidéologie, l'idéologie de la guerre, qui était que c'était la guerre qui donnait, si on veut, un sens à la vie, qui permettait de sortir de la médiocrité de l'existence, de s'engager, etc. Vous avez aussi des textes sur Jaspers, par exemple. Vous avez toute une partie de la philosophie allemande qui s'engage à fond du côté de la guerre. Et pour ne pas donner l'impression que je suis uniquement hostile aux philosophes, je vais citer un texte que vous connaissez peut-être, qui est un appel au monde civilisé, qui a été fait le 4 octobre 1914 par une série d'intellectuels et surtout de scientifiques allemands, et qui évidemment défend alors la position de l'Allemagne. Il dit ce n'est pas vrai que nous avons violé la neutralité de la Belgique, nous avons la preuve que la France et l'Angleterre, sur la connivence de la Belgique, étaient résolues à violer elles-mêmes cette neutralité. Ils disent aussi alors que bon, ils ont été forcés de riposter quand il y a eu le saccage de la ville de Louvain, etc. Donc c'est une apologie sans nuance du militarisme allemand. Et ils disent, c'est une phrase qui évidemment peut-être pas très politiquement correcte de nos jours, ceux qui s'allient aux Russes et aux Serbes, Vincent pourrait lire la presse actuelle, et qui ne craignent pas d'exciter des Mongols et des Nègres contre la race blanche, offrant ainsi au monde civilisé le spectacle le plus honteux qu'on puisse imaginer, sont certainement les derniers qui ont le droit de prétendre au rôle de défenseurs de la civilisation européenne. Donc les Mongols, évidemment, se trouvaient dans l'armée russe et les Nègres dans l'armée française. Alors c'est signé par tout le monde, hein. Félix Klein, Max Planck, Nernst, Ostwald, Wien, Röntgen, Haber, Haeckel, etc. etc. Il y a une liste de tous les scientifiques, tous les grands scientifiques allemands de l'époque, sauf Einstein, qui a refusé de signer. Ça, il faut le souligner. Bon. Et donc l'attitude de Russell est très différente. Et il s'est engagé toute la vie, toute la guerre pour l'objection de conscience, pour essayer de trouver une solution pacifique, etc. Mais dès le début, quand on lit les articles qu'il écrit ici, dès le début, il pense à que va-t-on faire après la guerre pour éviter que ça se reproduise. Il se rend compte que dès que la guerre est enclenchée, il est impossible d'arrêter. Il a évidemment poussé, par exemple, il a demandé aux États-Unis de ne pas intervenir, mais d'intervenir pour un règlement pacifique entre les belligérants, mais il dit, bon, comment dirais-je, il se rend compte, il pense essentiellement à ce qui allait devenir par la suite le droit international, l'ONU, etc. Et l'idée est déjà défendue ici. Il dit d'ailleurs quelque part que discuter des responsabilités de la Première Guerre mondiale, c'est un peu comme discuter des responsabilités d'un accident de voiture dans un pays où il n'y a pas de code de la route. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas de droit international bien défini, la responsabilité de la guerre pouvait être rejetée d'une part et de l'autre. Et lui pensait effectivement que ce qui est devenu par la suite l'ONU, qui on avait une bonne institution, enfin, en principe en tout cas, est quelque chose de quoi il pensait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que
ça c'est quelque chose de très important dans ces analyses politiques, on va y arriver à propos du marxisme et de la révolution russe, c'est que Russell est très sensible à l'aspect irrationnel de l'être humain. C'est un rationaliste, mais parfois on croit que les rationalistes pensent que l'être humain est nécessairement rationnel, mais chez Russell, ce qui est frappant chez lui, c'est la conscience de l'irrationalité de l'être humain et de l'irrationalité de la guerre. Alors il dit par exemple, ceux qui ont vu les foules à Londres, pendant les nuits qui ont mené à la déclaration de la guerre, donc les nuits du 1er, 2, 3, 4 août 1914, ont vu toute la population qui jusque-là était humaine et pacifique, précipitée en quelques jours sur la pente de la barbarie primitive, en laissant cours aux instincts de haine et de revanche sanguinaire contre lequel toute la fabrique de la société avait été édifiée. Et alors il dit, les amis, bon, il y avait un gouvernement libéral à l'époque, donc celui considéré comme les progressistes et les conservateurs, il dit les ennemis, les amis du progrès ont été trahis par leurs leaders, qui nous ont entraînés dans cette guerre, et il dit, aucun libéral authentique ne peut soutenir les membres du gouvernement du cabinet actuel. Alors, l'histoire de la guerre, pour lui, ça a été des années où il a été pratiquement militant. Il n'a pas été par ailleurs, il n'a jamais voulu faire partie d'un parti. Il a toujours été quelqu'un, comme il dit, de très individualiste, et d'une certaine façon, il a fait par devoir, mais il n'a pas fait par amour du militantisme. D'ailleurs, Russell était quelqu'un qui aimait l'esprit de contradiction, parce qu'il dit que pendant la guerre, quand il était avec des Quakers, donc les Quakers ce sont un mouvement religieux plus ou moins pacifiste par principe, il leur rappelait toujours qu'il y avait des guerres qu'il estimait être justes, et quand il se trouvait avec des socialistes, il leur rappelait toujours, il les mettait toujours en garde contre les dangers du pouvoir de l'État. Je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'État socialiste ou même de gouvernement socialiste, je pense que cette inquiétude par rapport au pouvoir de l'État, ça n'était pas tout à fait déplacée. Et donc, il était hors norme. Bon, il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes qui sont amusantes. Par exemple, un jour, il était dans une église où il y avait un rassemblement contre la guerre et il y avait une foule qui avait été agitée parce qu'on leur avait dit que les gens qui étaient contre la guerre avaient averti les Allemands des endroits qu'il fallait bombarder à Londres. Donc les gens sont venus, ont commencé à essayer de battre avec des bâtons et tout ce qu'ils voulaient les manifestants anti-guerre. Et à un moment donné, des gens voyaient que Russell, qui n'était pas très fort, risquait d'être attaqué physiquement. Et il y a une femme qui a été voir un policier, parce que les policiers, là aussi, qui ne faisaient pas grand-chose. Elle lui a dit, mais comment dire, c'est un de nos plus grands mathématiciens, c'est un de nos plus grands philosophes, et les policiers n'ont pas bougé. Et puis à la fin, elle a dit, mais c'est le frère d'un comte. Alors, oups, les policiers sont où? Parce que son frère avait hérité du titre de noblesse. Enfin, je dis, oh, je ne sais pas exactement quel est le mot français pour ça. Et donc, il y avait toutes sortes d'anecdotes. Et une autre, évidemment, c'est qu'il a été mis en prison. Aussi pour des écrits séditieux. Il a été mis en prison, mais il a été dans une prison relativement confortable. Il y avait des différentes classes dans les prisons. Et donc, on peut dire qu'il a souffert énormément. D'ailleurs, ça lui a permis de travailler, d'éviter d'être pris dans la tourmente, du militantisme, etc. Il n'était pas très... D'ailleurs, on reviendra à ça, mais quand il est arrivé en prison, le gardien lui a demandé, parce que c'est une question qu'on posait à l'époque, c'est quelle est votre religion? Et alors il a dit agnostique. Le gardien a fait épeler le mot, et puis il a regardé, il a dit, bon, je suppose que ça va, on croit tous dans le même Dieu, de toute façon. Et alors il a dit que ça l'aurait rendu de bonne humeur pendant 2 semaines, donc c'est que la prison n'était pas si terrible que ça, mais il a écrit un livre en prison. Il a écrit un livre aussi. Alors oui, moi je me suis occupé de rééditer des livres, enfin de faire des préfaces des rééditions de livres de Russell ou d'éditions en français. Alors il a écrit justement pendant la guerre un livre qui s'appelle Le monde qui pourrait être, qui est un livre que je trouve très intéressant où il compare l'anarchisme pur, le socialisme de type marxiste et ce qu'il appelle, ce qu'il en Angleterre s'appelle le
socialisme ou le socialisme des guildes, qui est un espèce d'anarcho-syndicalisme, mais qui n'est pas, disons, un socialisme métallique, et qui compare, et je trouve ça assez intéressant comme analyse, qui est théorique à l'époque, puisqu'il n'y a aucun mouvement qui a pris le pouvoir à ce moment-là. Bien. Donc ça, c'est la Première Guerre mondiale, et tout de suite après, il va... Ah oui, je vais faire une interruption parce que je voulais le mentionner au début, je ne l'ai pas encore mentionné. C'est un livre que je recommande à tout le monde, c'est Logique comics. Que vous soyez mathématicien, physicien, totalement agnostique ou athée par rapport aux mathématiques. Je veux dire, c'est un livre que j'ai recommandé à des gens qui ont dit « Oh, j'ai jamais rien compris en maths à l'école, mais qui ont quand même beaucoup aimé ». Et c'est un livre sur l'histoire de la logique au XXe siècle, mais à travers, et l'histoire de Russell. Hein. Mais non, c'est une bande dessinée, moi je dis presque une bande dessinée. C'est vraiment vrai, parce que on n'en met pas quand il est dessiné, mais moi j'en ai presque jamais. Mais cette livre, je l'ai vu même plusieurs fois, et je la trouve vraiment très très bien faite, et ça raconte toute la vie de Russell, y compris l'histoire de la logique à laquelle on vient travailler. C'est vraiment un livre très bien écrit sur ces questions. Ça c'est une parenthèse. Alors, immédiatement après la Première Guerre mondiale, il va, avec une délégation du Parti travailliste britannique, en Russie, dans ce qu'on appelait à l'époque, enfin la Russie soviétique, ce n'était pas encore l'Union soviétique, qui a été créée en 1922, et il y va en 1920, et donc il sort un livre que j'ai aussi préfacé avec Normand Baillargeon, qui est un ami québécois, qui s'appelle La pratique de la théorie du bolchevisme. C'est un livre que je trouve très très bon, qui ne plaît évidemment à personne, pour des raisons que je vais expliquer dans quelques minutes, mais donc il a fait un voyage de plusieurs semaines en Russie soviétique, il a rencontré Lénine, il a rencontré Trotsky, il parle de sa rencontre avec ces personnages. Et moi je trouve qu'il y a la partie pratique, donc qui décrit ce qu'est la réalité de la Russie, et la partie théorique, qui est une critique du marxisme. Donc, moi je trouve que le livre est très intéressant parce qu'il est très lucide sur la nature du régime soviétique. Et je dois dire, c'est pour ça qu'il ne plaît à personne, il ne fait pas ce qu'ont fait d'autres occidentaux, c'est-à-dire l'anticommunisme simpliste ou primaire, parce qu'ils se rendent compte que l'agression impérialiste, donc il ne faut pas oublier que quand la révolution d'octobre a lieu, il y a l'agression de plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Angleterre, qui envoient des contingents essayer d'écraser la révolution russe, plus évidemment les forces tsaristes, etc. Donc la Russie, l'Union soviétique, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, le régime soviétique a été enfanté dans la douleur, c'est un euphémisme, dans une situation, si vous voulez, extraordinairement difficile, avec en plus une révolution qui fait suite à 3 années de guerre, comment dirais-je, totalement désastreuse pour la Russie. Et donc Russell est très conscient de ça. Mais Russell voit aussi que les bolcheviks sont des gens qui vont industrialiser la Russie. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, surtout à l'époque de Staline, c'est-à-dire faire industrialiser un pays arriéré, et au forceps faire passer du Moyen-Âge au XXe siècle. On attribue à Churchill une phrase qui, à mon avis, n'a jamais dit, mais qui résume bien la situation, c'est que Staline a pris son pays au Moyen-Âge et l'a laissé à l'âge de la tour. Ce qui est vrai. Maintenant, évidemment, il n'a pas fait les méthodes douces, mais je veux dire, et c'est avant Staline, hein, le livre de Russell, c'est avant Trotsky, c'est avant Souvarine, c'est avant Victor Serge, évidemment avant Solzhenitsyn, avant les nouveaux philosophes, etc. Et c'est 1920, hein, c'est peut-être en même temps qu'Emma Goldman, qui était une anarchiste qui pouvait critiquer le régime. Mais je veux dire, la révolution russe, il faut se rendre compte qu'évidemment aussi, il faut aussi se mettre dans l'état d'esprit de l'époque, des pacifistes anglais qui voient cette révolution, qui décident de rompre le front de guerre, de faire un appel à la paix, etc. Évidemment, c'était vu avec enthousiasme. Il ne faut pas oublier que les anarchistes espagnols ont adhéré à la première internationale, donc à l'internationale communiste, en disant qu'ils se donnaient à elle comme une belle se donne à son amant, ce qui est peut-être une formule très espagnole, mais ils ont évidemment rapidement déchanté, mais ils ont au début l'enthousiasme pour la révolution russe touchait évidemment toutes sortes de gens et pas seulement ce qui est devenu les communistes par la suite. Mais Russell est très lucide. D'ailleurs, quand il publie son livre, il se rend compte qu'il va se mettre tout le monde sur le dos. Il s'est mis sur le dos tous ses amis, entre guillemets, de droite, toute l'aristocratie britannique, etc., à cause de son opposition à la guerre. Et voilà qu'il se met sur le dos tous les gens qu'il avait vus dans la révolution d'octobre, l'espoir du genre humain, en étant lucide. Mais en étant aussi extrêmement critique de l'impérialisme. Il dit aussi que si un homme n'a ni à boire ni à manger, il va mourir de faim, il va perdre la raison. Et en général, on ne considère pas ça comme une raison d'infliger des souffrances aux
aux gens ou les priver de nourriture. Et quand il s'agit des pays, on considère que des punitions supplémentaires sont nécessaires. Et après, on utilise chaque erreur, chaque échec de l'industrie est utilisé comme justification pour infliger des souffrances supplémentaires. C'est une logique impérialiste, je vais utiliser ce terme, que l'on trouve encore par rapport à l'Iran, par rapport à Cuba, etc., etc. Mais il la dénonce déjà en 1920 à propos de la Russie soviétique. Et donc, je trouve que le livre est assez équilibré, on va dire. Mais il est lucide, mais comme je dis, il n'a pas été utilisé dans la propagande pro-occidentale ou anticommuniste, mais évidemment, il n'a pas plu non plus aux communistes. Sur le marxisme, moi je trouve qu'il est très lucide aussi. Et la principale critique qu'il fait, en résumant, parce qu'il a une critique du marxisme que vous trouvez qui est beaucoup plus subtile, par exemple aussi toujours de Popper, qui a aussi des sciences, etc. Moi je trouve ça, bon, on a parlé d'épistémologie, je trouve Popper très simpliste, mais Russell, je trouve la critique est beaucoup plus subtile. On l'a là-dedans, on l'a dans l'histoire de la philosophie occidentale, où il parle de Marx, on le voit dans beaucoup d'autres aspects, et d'une certaine façon, il s'est toujours débattu avec le marxisme, et là, ce sur quoi il insiste, c'est justement ce côté passionnel, ce côté irrationnel qu'il y a dans l'être humain, ces foules dont il parle, qui sont à Londres, et comme il dit, évidemment, la vue marxiste, c'était certainement celle de Lénine, c'est que les travailleurs sont trompés par la bourgeoisie, qui veut la guerre pour des raisons économiques, et que les travailleurs sont simplement trompés. Et ça, il dit, si on examine des faits psychologiques, on se rend compte que c'est impossible, que beaucoup de ces bourgeois risquaient de mourir, ou leurs enfants risquaient de mourir, et tout autant les travailleurs qui étaient supposés tromper, et qu'ils étaient pris dans la passion nationaliste, tout autant que leurs prolétariens dupes, comme on dit, c'est-à-dire tout autant que les prolétaires supposément trompés. Il fait une remarque que je trouve très juste, mais qui, évidemment, est l'essence de sa critique du marxisme. Il dit à un moment donné, si des gens détestent, les Anglais détestent les Allemands parce qu'ils les détestent pour des raisons, on va dire, sentimentales, ethniques, ou je ne sais pas quoi, identitaires, on dirait maintenant, eh bien, il dit qu'ils ont deux possibilités. S'ils sont idéalistes, ils disent qu'ils se battent pour la démocratie, et s'ils sont matérialistes, ils disent qu'ils se battent parce que les Allemands ruinent leur commerce. Et il dit alors cette phrase qui est tout à fait juste, que les marxistes percent le premier subterfuge, mais pas le deuxième. C'est-à-dire que si des gens, la bourgeoisie, appelons ça comme ça, la classe dominante, dit qu'elle fait la guerre pour des raisons économiques, les marxistes disent, vous voyez, ça c'est la preuve qu'ils le font pour la guerre pour des raisons économiques. S'ils le disent qu'ils le font pour la démocratie, les droits de l'homme, etc., ils disent, voilà, ça c'est une illusion. Mais l'argument économique peut aussi être une illusion qui cache des sentiments irrationnels qu'on ne peut pas éventuellement exprimer sous cette forme-là. Et donc, là, Russell dit aussi, le Marx, il dit, il a hérité des économistes classiques une psychologie rationaliste. C'est-à-dire qu'il pense que l'être humain est guidé par des intérêts rationnels. Et il dit, mais malheureusement, la psychologie humaine a pénétré bien plus profondément et dans l'océan de folie sur lequel flotte de façon incertaine la fragile barque de la raison humaine. Ça, c'est une des phrases qui est cruciale dans sa façon de penser, c'est que pour lui, évidemment, ce sont des sentiments irrationnels qui sont plus importants que les calculs rationnels d'intérêt, soit individuels, soit de classe. Soit pour les libéraux, les marxistes en général, soit disent voilà, les hommes cherchent l'intérêt matériel de façon individuelle, rationnellement. Le marxisme, c'est une question de classe, mais pour lui, évidemment, c'est ignorer justement l'aspect. Ce qui fait aussi, évidemment, l'importance qu'il attache à la rationalité, et au combat rationaliste, et à l'éducation. Parce qu'il pense aussi que ce n'est que par l'éducation qu'on peut changer justement ces aspects-là. Donc ça lui donne un aspect qu'on ne trouve en fait que dans l'anarchisme. Parce que les anarchistes, ce sont pas les meilleurs anarchistes, pas tous, mais sont souvent conscients de ce problème, de cet aspect des choses. Bien. Alors, passons à la suite. Bon, il y a beaucoup d'épisodes, mais disons, épisode suivant de l'histoire, c'est la Deuxième Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, il était parti faire des cours de philosophie aux États-Unis, en Californie, à Chicago d'abord et puis en Californie, et il se trouve coincé par l'éclatement de la guerre. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de carte de crédit, pas Internet, etc. Donc il attendait le journal pour savoir dans quelle situation se trouvait Londres, etc. Et il était obligé de gagner sa vie, il avait des enfants qui étaient déjà allés à l'université, etc. Et il a eu un poste à l'université de la ville de New York, City College en New et il devait donner des cours de philosophie, de logique, etc. Mais il y avait une
femme dans cette université, enfin, dont la fille, enfin, n'allait pas suivre ses cours, mais était dans l'université, et a porté plainte contre Russell en disant qu'il était immoral. Et alors, bon, il a été accusé d'immoralité et de corruption de la jeunesse, alors qu'il n'avait pas parlé de philosophie morale, etc. Parce que, évidemment, bon, ça c'est pas très étonnant non plus, c'est aussi un livre qui est aussi intéressant, Russell, qui s'appelle Le mariage et la morale, qui est un livre qui reprend des écrits des années 20, on va dire, et Russell, évidemment, dans la même ligne que le féminisme, était aussi pour ce qu'on appelle maintenant l'amour libre, enfin, bon, c'est-à-dire, il était aussi contre le fait que les gens ne puissent pas divorcer quand une femme avait épousé un syphilitique, quelque chose comme ça, qui paraissent peut-être pas très révolutionnaire de nos jours, mais qui était à l'époque considérée comme licencieuse, immorale, etc. Et toutes les idées, si vous voulez, qui sont venues à la mode après 68 sont déjà dans ce livre-là, en pratique, même dans lesquels on s'intéresse. Et donc il y a eu un procès, mais le procès était assez comique parce qu'il n'a pas pu être entendu dans le procès. Il n'était même pas témoin ni rien du tout, parce que c'était un procès de cette personne contre la ville qui avait engagé Russell. La ville n'avait pas spécialement envie de gagner, et donc ils ont perdu, et il n'y a pas eu d'appel, enfin, et il dit que ça trouvait sans emploi et sans rien, et sans richesse, parce qu'en plus il avait, ça c'est vraiment pas très malin, je veux dire, à mon avis, mais il avait donné sa fortune à l'université de Cambridge, université qu'il a chassée pendant la guerre de 14, après la Révolution à la guerre. Bon. Bref, je veux dire qu'il se retrouve aux États-Unis sans emploi. Cette histoire de Russell est restée une cause célèbre dans les annales de la question de la liberté d'expression aux États-Unis, puisque, effectivement, c'était un truc assez scandaleux. Alors, Russell dit dans le mariage à la morale, à la fin, il y a un épisode qui reprend, un chapitre qui reprend tous ces démêlés avec l'enseignement supérieur américain. Alors, je crois qu'il dit qu'on l'a empêché d'enseigner parce qu'il avait dit qu'il ne fallait pas punir les enfants qui touchaient leurs zizi ou quelque chose comme ça. Je pense que là, il exagère, il a dit un peu plus que ça, mais ce qu'il a dit allait toujours dans ce sens-là. Ce n'était pas beaucoup plus radical que ça, ce n'était pas un mariage pour tous, mais je veux dire, c'était des choses de ce genre, et c'est ça qui était considéré comme scandaleux. Alors, il a trouvé un emploi à Philadelphie, si je ne me trompe, avec un type qui était un peu un excentrique, mais qui l'a engagé pour 5 ans. Enfin, il a fait un contrat pour 5 ans. Le contrat a été résilié, mais le type était quand même obligé de le payer pendant 5 ans, pour donner des cours sur l'histoire de la philosophie occidentale. Et alors, de là est sorti un livre en 2 volumes, dont j'ai apporté le premier volume, qui s'appelle justement Histoire de la philosophie occidentale, et qu'il a écrit donc pendant la guerre. Et qui a été un livre qui après est devenu un best-seller quand il a été publié à la fin de la guerre. Et qu'il est resté assez longtemps, et qui, à mon avis, est un excellent livre sur l'histoire de la philosophie qui fait tout. Bon, alors qu'est-ce qu'il a encore fait après? Ben, bon, il y a une période pendant la guerre froide où je trouve qu'il n'a pas été très très fantastique, mais bon, c'était, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il a fait aussi, en 1955, il y a ce qu'on appelle le manifeste Einstein-Russell, qui est, Russell-Einstein, qui est un manifeste qui a été signé par lui et par quelques autres scientifiques, dont Julio Ferri et d'autres, qui est en fait, je l'ai relu avant de faire la conférence, et je dois dire, il est toujours d'actualité, même si personne ne s'en rend compte. Il dit, s'il y a une nouvelle guerre, on va nécessairement utiliser les armes thermonucléaires. C'est une illusion de croire maintenant, par exemple, de faire la guerre avec la Russie, et tout comme ça, comme si ça n'allait pas être une guerre thermonucléaire, et que ça n'allait pas être la fin de tout. Hein, il explique aussi pourquoi, dans l'état des connaissances de l'époque, mais encore aujourd'hui, cette guerre mènerait à une extinction d'une bonne partie du genre humain. Et alors il dit effectivement, quel que soit votre point de vue, quelles que soient vos différences d'opinion politique, etc., la première chose à faire, c'est d'éviter justement la guerre. Et c'est là qu'il dit évidemment, ou bien, comment dirais-je, ou bien nous supprimerons la bombe, ou bien la bombe supprimera, ou bien nous supprimerons la guerre, ou bien la guerre supprimera le genre humain. Il dit effectivement, et c'est un truc qui est très actuel, qui d'ailleurs a été plus ou moins compris par les Américains au début des années 60, donc pour ceux qui ont vu le film de Dr. Folamour, vous voyez que ce n'était pas admis par tout le monde à l'époque, mais le film a été fait pour se moquer justement de cette mentalité de gagner la guerre nucléaire, et qui était dominante jusqu'à ce que, justement, par exemple Kissinger avait écrit un livre en 1957, je crois,
pour expliquer qu'on pouvait gagner une guerre nucléaire, et ils se sont rendus compte que c'était impossible, et ça a mené à la doctrine qu'on appelle MAD, Mutual Assured Destruction, que les Américains ont élaborée au début des années 60, qu'ils ont d'ailleurs rendu public, enfin ils ont laissé fuir ça, de façon à ce que les Russes sachent qu'eux savaient aussi la même chose, et que tout le monde sache que c'est une guerre, ce sera la fin de tout. Ça a mené à une certaine forme de détente, qui a sûrement été considéré comme un esprit de Munich, si on ne parle pas de ça, par tous les bellicistes de l'époque. Bon, et donc, l'avant-dernière activité de Russell dont je vais parler, ça vous le connaissez probablement, c'est le tribunal Russell sur le Vietnam, où il fait un tribunal avec Sartre, entre autres, et avec Simone de Beauvoir, les avocats de Lénas, Tosli, Carmichael, etc., qui s'est fait en Suède et qui comment dirais-je, consistait à faire un tribunal d'opinion qui a eu beaucoup, qui a fait beaucoup de petits, puisqu'il y en a eu récemment un sur la Palestine en Belgique, et il y en a eu plusieurs, il y en a eu un sur l'Irak, et le dernier texte de Russell à caractère politique, et puis je vais venir à la philosophie et à donc, le dernier texte de Russell que je trouve très intéressant, c'est un texte qu'il a écrit le 31 janvier 1970, il est mort le 2 février 1970, il a été élu le 3 février au Caire, et il dit ceci: la tragédie du peuple de Palestine, c'est que leur pays a été donné par une puissance étrangère à un autre peuple afin d'y créer un nouvel État. Le résultat en a été que plusieurs centaines de milliers d'innocents sont devenus de façon permanente sans domicile. Avec chaque nouveau conflit, leur nombre n'a fait que croître. Combien de temps encore le monde est-il prêt à accepter le spectacle de cette cruauté inutile? Il est évidemment clair que les réfugiés ont tous les droits de revenir de la terre dont ils ont été chassés, et que la négation de ce droit est à la source du conflit actuel. Aucun peuple, nulle part dans le monde, n'accepterait d'être expulsé en masse de son propre pays. Comment peut-on demander au peuple de Palestine d'accepter une punition que personne d'autre ne tolérerait? Un règlement juste et permanent de la question des réfugiés dans leur terre est un ingrédient essentiel pour n'importe quel règlement du conflit au Moyen-Orient. Alors, ça c'est un texte que je trouve assez remarquable. Quand je le cite, je dis, voilà, c'est quoi, c'est la Jack qui a dit ça, je ne sais pas, parce que je vous assure que ce n'est pas quelque chose que vous risquez de pouvoir dire à la télévision un jour, alors que c'est Russell qui l'a dit en janvier 1970, à ce moment-là, c'était encore possible de dire ce genre de choses. Et alors il ajoute: on nous dit fréquemment que nous devons sympathiser avec Israël à cause des souffrances des Juifs en Europe aux mains des nazis. Je ne vois dans cette suggestion aucune raison de perpétuer une quelconque souffrance. Ce qu'Israël fait aujourd'hui ne peut pas être justifié, et invoquer les horreurs du passé pour justifier celles du présent est une hypocrisie grossière. Non seulement Israël condamne un grand nombre de réfugiés à la misère, non seulement beaucoup d'Arabes sont sous occupation militaire, mais Israël condamne aussi les pays arabes qui viennent récemment d'émerger d'un statut colonial à un appauvrissement continu, puisque les exigences militaires ont la priorité sur le développement national. Donc ça c'était son dernier message. Alors, bon, venons-en maintenant à sa philosophie, son politique externe, sa pensée. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Wood, qui a écrit une biographie de Russell qui s'appelle Un sceptique passionné. Et je pense que ces deux mots résument bien la philosophie de Russell, sceptique passionné. Alors, je vais peut-être commencer, j'espère que ça ne vous embêtera pas trop, par parler un peu de son œuvre en logique et en mathématiques. Mais peut-être que je vais commencer, je vais tout de suite passer à la question des mathématiques. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués aux mathématiques, ce que je vais dire va vous surprendre, mais tout au cours du 19e siècle, il y a eu une question qui s'est posée aux mathématiciens, c'est la question de la rigueur. Alors, pour ceux qui trouvaient les mathématiques embêtantes parce qu'elles sont trop rigoureuses, la question va vous étonner.
Mais il se fait que, en tout cas moi quand j'ai appris les mathématiques à l'école, c'était pas du tout rigoureux. On écrivait l'intégrale de dx dx, on disait, le prof qui était en Renan disait dx c'était une arlette, il me disait pas ce que c'est. Je veux dire, il y avait toutes sortes, bon, je ne dis pas que les raisonnaient comme ça au XVIIIe siècle, mais il y avait toutes sortes d'opérations au XVIIIe siècle qui n'étaient pas faites de façon tout à fait logique. Si les gens faisaient des calculs étaient en général corrects, mais parfois il y avait des conflits, parfois il y avait des erreurs, des paradoxes, etc. Et tout au cours du XIXe siècle, on peut dire Cauchy a commencé ça en France, il a essayé de définir vraiment ce que c'était qu'une limite, et puis Riemann a défini ce que c'était qu'une intégrale, et toutes des choses qui étaient utilisées depuis Newton, mais qui n'étaient jamais bien définies, si vous voulez. Et donc, il y a eu toutes sortes de questions, puis ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que des nombres réels, puis ils ont dit, mais c'est un ensemble, qu'est-ce que c'est que des ensembles, etc. Et donc on est venu à formaliser la théorie des ensembles et à se donner une espèce de notion de ce que sont des ensembles. Et un des personnages de logique comique, c'est Cantor, qui est un de ceux qui a essayé de formaliser la notion d'ensemble. Mais un autre personnage aussi, c'est Frege, qui était donc un mathématicien logicien allemand, et lui avait donné une définition, et quand Russell l'a vu, ça c'est une des grandes contributions, peut-être celle pour laquelle il est le plus connu, c'est qu'il a découvert un paradoxe. C'est-à-dire un ensemble, c'est quelque chose que vous avez tendance à définir naïvement en disant tous les objets qui sont verts, l'ensemble de tous les radiateurs, l'ensemble, je ne sais pas, des universités belges, etc. Vous avez l'impression que vous définissez un ensemble en donnant une propriété. Et si vous dites, par exemple, vous prenez un village dans lequel il y a un barbier qui rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, c'est-à-dire exactement tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, alors vous avez un paradoxe, parce que est-ce que le barbier se rase lui-même ou pas? S'il se rase lui-même, alors évidemment ça ne va pas parce qu'il fait partie des gens qui ne peuvent pas supposer qu'il ne rase que ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, et donc ça ne va pas. S'il ne se rase pas lui-même, alors il doit se raser, puisqu'il fait partie de ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. C'est un exemple qui paraît idiot et purement... Alors, souvent ces exemples font sourire parce qu'ils paraissent idiots et on se dit, mais on va régler ça en définissant les choses un peu mieux. Mais le problème de savoir comment définir les choses un peu mieux, bon, il n'y a pas que cet exemple-là, évidemment, ça c'est juste un exemple pédagogique. Et vous pouvez réfléchir plus abstraitement, vous demandez est-ce que l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient lui-même? Ça c'est une autre version du paradoxe. Et dès que vous essayez de définir les ensembles, vous vous rendez compte que de façon non naïve, vous avez des problèmes, et Frege avait une vision naïve qui était démolie par le paradoxe de Russell. Alors, Russell a travaillé longtemps avec Whitehead à construire une définition des ensembles, dont le résultat était ce qu'il a appelé modestement le Principia Mathematica. Bon, c'était déjà le titre qui avait été pris par Newton quand lui avait écrit le Principia Mathematica. Donc, Russell n'a jamais été un type qui a été embarrassé par la modestie. Il n'était pas vaniteux, mais il n'avait pas une mauvaise opinion de lui-même. D'ailleurs, on voit dans son autobiographie. Et donc, il n'était jamais... bon, c'était aussi... pour ceux qui aimaient un produit, on dirait que c'était l'habitus de sa classe, parce que il était parti avec ses origines. Mais il était... donc, ils ont appelé ça le Principia. Et en fait, ce livre-là a été plus ou moins un échec. Parce que la théorie des ensembles telle qu'on l'utilise aujourd'hui, elle a été développée de façon beaucoup plus simple par Serpelot et Frankel, qui étaient deux autres logiciens, et qui étaient, qui ont fait une version beaucoup plus simple. Russell dit avec humour que son livre, Les Principia, ont été lus par 6 personnes, dont 3 étaient des Polonais morts pendant la guerre, mais, ça c'est quelque chose que j'entends, mais une des personnes c'était Gödel. Gödel l'a lu. Et Gödel, évidemment, a révolutionné. Alors Gödel, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que je peux expliquer Gödel? Gödel a d'une certaine façon formalisé à l'intérieur des mathématiques le paradoxe du menteur. Donc le paradoxe du menteur, c'est quelqu'un qui dit la phrase que je prononce est fausse. Alors vous, de nouveau, vous tombez dans un paradoxe parce que c'est les fausses, elle est vraie, et c'est les vraies, elle est fausse, c'est bon. Donc vous avez un paradoxe. Et évidemment, de nouveau, on pense que c'est un truc purement verbal. Mais Gödel a formalisé à l'intérieur de l'arithmétique la proposition il n'existe pas de démonstration, donc il y a une phrase qui dit il n'existe pas de démonstration de moi. Donc c'est un peu comme dire, bon, s'il y avait une démonstration de la proposition, elle est fausse, donc le système est contradictoire, et s'il n'y a pas de démonstration, elle est vraie, mais une phrase alors qui est vraie, mais qui ne peut pas être démontrée.
Alors on peut se demander comment est-ce qu'on peut dire en arithmétique il n'existe pas de démonstration de moi. Alors là, je vais peut-être faire juste 2-3 minutes de parenthèse pour ceux qui suivent, et sinon reprenez dans 2-3 minutes. Mais je veux dire, non, c'est parce que je ne vais pas faire tout un cours sur Gödel, mais l'idée c'est la suivante, c'est que vous associez des nombres premiers, mais des nombres à chaque symbole du système mathématique que vous avez. Donc des chiffres, des plus, des moins, des fois, etc. Et chaque suite de symboles est associé alors à un nombre, essentiellement en faisant le produit des nombres dont ils constituent, mais de façon à ce qu'on puisse lire les nombres en faisant le produit peut être décomposé en facteurs de façon unique et de façon à ce qu'on sache alors de quoi il s'agit et de quel nombre il s'agit. Et donc, chaque proposition et chaque démonstration qui est une suite de propositions est associée à un nombre. Et ces nombres doivent avoir des propriétés qui font qu'ils sont les nombres associés aux propositions en question. Et donc, un nombre qui serait celui d'une démonstration doit avoir un certain nombre de propriétés. Et alors, la proposition de Gödel dit qu'il n'existe pas de nombre qui aurait les propriétés d'une démonstration de moi. Et donc, c'est une proposition arithmétique. Parce qu'il n'existe pas de nombre, c'est comme dire il n'y a pas de plus grand nombre premier, il n'existe pas de nombre pair qui n'est pas la somme de deux nombres premiers, etc., etc. Il y a toutes sortes de propriétés des nombres que vous pouvez énoncer, c'est une espèce de propriété d'un nombre. Fin de la parenthèse. Mais, je veux dire, s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus, je veux bien leur expliquer. Mais donc, c'est un des résultats fondamentaux qui, d'une certaine façon, n'était pas du tout dans l'esprit de Russell ni de Hilbert. Il y avait plusieurs personnages à l'époque qui, eux, évidemment, rêvaient d'avoir, d'une certaine façon, ce que Gödel a montré qui était impossible. Et ça, c'était vraiment une des grandes idées de Russell, évidemment, c'était une machine qui engendrerait des propositions vraies, exactement des propositions vraies, et qui serait, d'une certaine façon, absolument certaine. Parce que c'est ça, l'expression de cet type passionné, c'est que quand il était jeune, bon, les tuteurs, évidemment, pas à l'école, son frère lui avait appris la géométrie, et il était très déçu parce que, à un moment donné, son frère lui a dit, voilà, ça c'est des axiomes de l'Euclide sont des axiomes, on les accepte parce que c'est évident. Et Russell n'aimait pas l'idée de devoir accepter des choses qui lui paraissaient arbitraires. Donc il voulait que tout, finalement, soit fondé sur des règles absolument incontestables, essentiellement les principes de la logique. Et ça, je pense que Gödel a montré que c'était impossible, mais Russell, en essayant, donc Russell, il y avait aussi cette idée qui remonte à Leibniz, d'une machine à calculer les propositions, c'est-à-dire que vous puissiez, d'une certaine façon, engendrer les propositions par des moyens purement mécaniques, une machine qui va faire ça. Bon, on va y arriver dans un moment, parce que cette idée de machine qui engendre les propositions, il y a un film, je ne sais pas s'il passe à l'annonce, mais vous l'avez peut-être vu, qui s'appelle cette film sur Turing. Comment Imitation Game, voilà, c'est ça. Alors, le film, évidemment, est un peu décevant parce qu'il ne parle absolument pas des machines de Turing, mais Turing, essentiellement, a formalisé ce qui. Donc, on ne peut pas tout calculer, on ne peut pas tout résoudre de la façon mécanique telle que Russell aurait voulu, mais ce qu'on peut calculer, Turing l'a formalisé, ce qu'on peut calculer, ce qu'une machine peut calculer, sans faire appel à l'intuition, sans faire d'erreur comme le font les êtres humains, etc. Et d'une certaine façon, c'est l'idée qui est à la base des ordinateurs modernes, idée qui vient aussi de von Neumann et d'autres personnes, mais on peut dire que d'une certaine façon, Russell a été une étape dans l'histoire de la logique moderne, quoi. Malgré ses échecs, mais ça a été une étape, et l'étape, le cadre général, c'est pas l'étape la plus importante, mais le cadre général est bien expliqué ici, comment c'est une considération extrêmement abstraite sur la question des fondements des mathématiques et de la formalisation, si vous voulez, des raisonnements, qui remontent à la limite, a finalement mené à la découverte des ordinateurs, au moins pour l'aspect, on va dire, mathématique. Après, il a fallu aussi la physique pour construire réellement des ordinateurs. Alors, bon, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en est de sa philosophie en ce qui concerne non pas la logique et les mathématiques, mais les sciences naturelles. Parce que Russell a été élevé quand il était à Cambridge dans un cadre qui était totalement idéaliste. Alors qu'est-ce que c'est mon idéalisme? Il y a beaucoup de définitions pour nous, donc on va le définir un petit peu. L'idéalisme, c'est la vue, si vous voulez, que d'une certaine façon, c'est mon esprit qui projette ces catégories sur le monde
Ce n'est pas le monde qui, d'une certaine façon, à travers mes sens, influence ce que je vois ou ce que je pense, c'est mon esprit qui, d'une certaine façon, construit la réalité et construit la représentation de la réalité qu'on a. Et là, évidemment, Russell a une rupture sous l'influence d'un autre philosophe de l'époque qui s'appelait Moore. Un jour, il dit quand il dit, ah, mais finalement, on peut dire que l'herbe est verte et le ciel est bleu, ce qui n'est pas un exemple, c'est pas juste, mais en sorte qu'il n'y a pas de couleur intrinsèque. Mais il dit à un moment donné, dans un livre qui s'appelle Mon développement philosophique, je ne sais pas s'il existe en français, il dit, je pense qu'une proposition autour d'une tautologie, si elle est vraie en vertu d'une relation à un fait, et que les faits sont généralement indépendants de l'expérience humaine. Donc, je ne vois rien d'impossible dans un univers vide d'expérience, au contraire, le camp de l'expérience au sens d'expérience subjective humaine est un aspect trivialement, cosmiquement trivial et très restreint d'une toute petite portion de l'univers. Donc, là, si vous voulez, Russell, et ça on a dans toute la philosophie occidentale, toute l'histoire de la philosophie occidentale, c'est une polémique en faveur d'une vision réaliste des choses, c'est-à-dire une vision où il y a un monde en dehors de ma conscience, et ma conscience perçoit en partie ce monde à travers les sensations, et contre, si vous voulez, ce que j'ai appelé l'idéalisme, c'est-à-dire cette idée finalement que le monde est d'une construction de ma conscience. Donc là, il a été fort influencé par Moore. En politique, il a été influencé aussi par un personnage assez intéressant qui s'appelle Couturat, qui n'est pas très connu, mais qui est un mathématicien et un logicien français, qui a vraiment beaucoup influencé Russell. C'est intéressant de voir la correspondance entre Couturat et Russell, qui était l'idée par quelqu'un qui n'avait rien compris à ce qu'il disait, mais qui parle beaucoup de logique, etc., mais qui parle aussi beaucoup de politique. Et Couturat était anti-impérialiste, il était pacifiste, il était socialiste, et il a beaucoup influencé Russell dans les premières années du XXe siècle, parce que Russell dit lui-même qu'au départ, il était totalement impérialiste. Comme il se doit, si on peut dire, Couturat, qui était pacifiste, il était aussi un partisan de langage de genre espéranto, ce que Russell ne suivait pas, mais disons, Couturat a été tué par un véhicule militaire juste lors de la mobilisation en 1914. Bon. Alors, je pense que je vais peut-être... je pourrais dire un mot de sa morale, mais je sais que ça cause beaucoup de problèmes. Alors je vais dire un mot et je reviendrai dans la discussion, si vous voulez, parce que le mot, en général, suscite beaucoup de problèmes. Cette philosophie est très peu comprise dans le monde francophone, mais en général, il a une morale qui est utilitariste. L'utilitarisme étant une doctrine qui remonte à son pseudo-parrain qui était Mill et à Bentham, et qui est essentiellement l'idée qu'un acte de quelque chose est bon s'il augmente la somme totale de bonheur humain, et sinon non. Et il n'y a pas de norme, si vous voulez, en dehors de cela, mais ça c'est une norme. C'est-à-dire que ce n'est ni relativiste, ce n'est pas le relativisme nietzschéen, ce n'est pas le relativisme subjectiviste, ce n'est pas les bons sur moi j'essaie d'être bon. Non, il y a des normes morales, mais ces normes morales se réduisent à l'augmentation du bonheur humain. Alors c'est très difficile de calculer, effectivement, à part dans les exemples très simples, si je prends quelqu'un au hasard, je tue cette personne, mais ça ne diminue le bonheur humain probablement, et ça ne fait rien de bon. Donc si vous voulez, c'est très facile. Si maintenant on est dans une guerre et que peut-être tuer cette personne permet d'éviter la mort d'autres personnes, le calcul est bien compliqué. Mais d'un autre côté, on peut dire aussi que toute notre perplexité dans les questions morales vient du fait que les calculs utilitaristes sont difficiles à faire et que les gens, intuitivement, quand ils sont rationnels, raisonnent de façon utilitariste. Il y a deux façons de être rationnel. L'une, c'est le subjectivisme et le relativisme, et l'autre, c'est le fait de faire confiance dans des absolus. L'exemple le plus typique, c'est les absolus religieux. Mais les droits de l'homme peuvent devenir un absolu aussi, et d'une certaine façon, Bentham et Mill réagissaient contre l'absolutisme des droits de l'homme qui était hérité du XVIIIe siècle. Et Russell avait découvert ça tout seul quand il avait 16 ans, il avait expliqué ça à sa grand-mère lui dit, ah, vous êtes utilitariste, et il a dit, mais je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ça, parce que ça lui paraissait évident. Et donc, pour lui, ça lui paraissait évident, mais pour beaucoup d'autres, ce sont des choses qui sont très compliquées. Donc ça, je vais laisser la discussion, je vais passer à la question de l'athéisme, pour en parler un peu. Alors, il y a trois textes que je vous recommande, enfin, deux textes essentiellement. L'un, c'est pourquoi je ne suis pas chrétien,
qui est un des meilleurs textes que j'ai lu. Quand j'ai lu ce texte, il y a longtemps que je n'étais plus chrétien, mais quand j'ai lu ce texte, j'ai vraiment un plaisir énorme à le lire, parce que je le trouvais un des plus clairs de tous. Et je dis toujours aux profs de religion, donnez ce texte aux étudiants plutôt que de leur parler de Marx, de Nietzsche, de Freud, etc. Parce que ça, c'est beaucoup plus facile à récupérer du point de vue religieux que le texte de Russell. Pour une raison que je vais essayer d'expliquer dans un moment. Et alors, un autre texte que je recommande aussi, bon, celui-là je ne l'ai qu'en anglais, en fait c'est Science, il existe en français, c'est Religion et Science. Alors, Religion et Science, c'est très intéressant parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas de conflit entre science et religion, mais quand vous voyez tous les conflits qu'il y a eu dans le passé, c'est comme dire qu'il n'y a pas de conflit entre la France et l'Angleterre après Waterloo, quelque chose comme ça, parce qu'ils ont évidemment, ils se sont battus sur tout. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions, et les musulmans continuent à le faire, enfin, certains musulmans, mais les chrétiens se sont battus pas seulement sur Galilée, pas seulement sur Darwin, mais sur les paratonnerres, sur Buffon, sur la géologie, sur l'âge de la Terre, etc. etc. D'ailleurs, il y avait un grand-père, la grand-mère de Russell, donc ça remonte à tous ces gens se connaissaient, je sais pas, Mathusalem plus ou moins, et donc ils avaient été étudier la lave de l'Etna et avaient conclu que peut-être la Terre était un peu plus vieille que ce qui était dans les Écritures saintes, elle avait été par conséquent mis de côté par la bonne société anglaise de l'époque. Et donc, il y a ça, et alors il y a un texte ici que j'ai aussi qui est très court, qui est-ce que je suis un athée ou un agnostique, qui est écrit en 1947, donc pendant la guerre froide, et il appelle ça un plaidoyer pour la tolérance face à de nouveaux dogmes. Et il explique cette histoire, je vous ai dit, de sa jeunesse, quand on a décidé que c'était illégal d'être élevé dans la rationalité. Mais ce qu'il dit, évidemment, est assez intéressant, ce qu'il dit, l'essence du rationalisme, c'est ne soyez pas trop certain. Donc lui, il est extrêmement critique de tout le dogmatisme, quel qu'il soit. Et donc, il dit, et il estime que ça, c'est l'essence même de la démarche scientifique. Il dit, évidemment, il considère qu'il y a des propositions qui sont plus probables que d'autres. Hein, il est plus probable que nous soyons en train de parler dans cette salle ici. Évidemment, ça pourrait être une illusion, mais que nous soyons en train de parler dans cette salle ici plutôt que de dire qu'il va gagner une prochaine élection ou quelque chose comme ça. Mais n'empêche, l'attitude de base doit toujours être le fait que nous sommes certains de rien, mais ce n'est pas le scepticisme radical, parce qu'effectivement, il y a des propositions qui sont plus probables que d'autres. C'est toujours comme ça qu'il estime qu'il faut voir les choses. Il dit à la fin, comme on n'est jamais certain, il ne faut jamais punir quelqu'un pour ses opinions, parce que, évidemment, qui sait, il peut avoir raison, même si ça ne paraît pas très grave. Donc, c'est un plaidoyer pour la tolérance. Et alors, sur la question de l'athéisme et de l'agnosticisme, il dit ceci, il dit, techniquement, donc, comme quand il, enfin, là c'était pas technique, mais quand il a été mis en prison, il dit qu'il était agnostique, il dit techniquement, comme philosophe, je me dis agnostique, parce que je ne vois pas comment prouver que Dieu n'existe pas. Alors ça, c'est une question de définition. Vous pouvez trouver, je crois que c'est sur le site de la débat avec M. de Charneux du l'ULB, professeur de Charneux du l'ULB, entre athée et agnostique. Moi, j'ai tendance à refuser cette définition parce que je ne vois pas pourquoi on devrait prouver que quelque chose dont on ne sait pas ce qu'il veut dire n'existe pas. Qu'on me dise quoi, comment dire, je ne peux pas prouver. D'ailleurs, Russell donne un argument tout à fait dans ce sens-là. Il dit, il y a la fameuse exemple de la théière. Il dit, je ne peux pas prouver qu'il y a la théière en orbite autour du Soleil, mais évidemment, je ne vais pas supposer qu'il y a une théière parce qu'il n'y a pas d'argument positif en faveur de la théière. On pourrait supposer toutes sortes d'autres choses dont on n'a pas de preuve que ce n'est pas vrai, mais la preuve incombe toujours à celui qui affirme. Si les gens disent qu'il y a un Dieu, alors il va bien définir ce que c'est et donner des arguments en faveur de son existence. Là, évidemment, Russell est tout à fait clair et il explique dans tous ses écrits qu'il n'y a pas de tels arguments. Ça c'est tout à fait clair. Mais le problème, comme il dit, c'est que évidemment, si on prend la définition inverse, qu'il faut démontrer qu'il n'existe pas, alors c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il dit, au point de vue de l'homme de la rue, je dis que je suis athée, mais techniquement, je dis que je suis agnostique. Alors il donne l'exemple des dieux d'Homère, des dieux grecs de l'Antiquité, et il dit, je ne peux pas non plus prouver qu'ils n'existent pas. Et pour moi, les dieux des chrétiens, c'est pareil. Donc, il les met sur le même pied. Et donc je pense qu'on peut le considérer comme athée d'un point de vue pratique, modulo ces distinctions. Il y a une remarque que j'ai faite aussi, mais que lui, à mon avis, ne souligne pas assez, c'est la différence que moi, en tout cas, je trouve importante dans ce que j'appelle les dieux métaphysiques, les dieux superstitions. C'est-à-dire que quand on discute avec les religieux, ils vous embarquent très vite sur la question de l'origine de l'univers, sur qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, patati patata. Russell discute de tout ça dans le fameux texte « Pourquoi je ne suis pas chrétien », la cause première, la finalité, les arguments moraux, tout ça, tout ça. Mais ce que les gens qui sont croyants, une façon plus simple de se débarrasser de cet argument, à mon avis, c'est que
99% des gens qui sont croyants ne croient pas à ce Dieu métaphysique. Ils croient en un Dieu qui les aide, qui vient à leur secours, qui s'occupe d'eux, qui les guérit, qui répond à leurs prières, qui leur fait réussir des examens, peu importe, mais qui s'occupe d'eux, qui s'intéresse à eux. Or, il n'y a jamais le début, outre que les arguments en faveur du Dieu métaphysique ne sont pas bons, pire que ça, il n'y a jamais le début du commencement d'un argument pour lequel ce Dieu métaphysique s'intéresserait à nous, ou s'intéresserait ou répondrait à nos prières. Et ça, évidemment, de nouveau, l'efficacité de la prière, c'est de nouveau quelque chose qu'on peut tester. Et donc, qui rentre en conflit direct avec la science. On a fait des tests, on l'a fait depuis le 19e siècle, de voir si l'efficacité, si la prière est efficace. Évidemment, les résultats sont négatifs. Il paraît parce qu'on a fait, par exemple, des études aux États-Unis, où là, ils font des tests un peu pour tout, ils ont fait des tests en double aveugle pour voir si les gens prient pour des gens qui sont au courant qu'on prie pour eux, puis d'autres qui ne sont pas au courant, pour voir si ça fait une différence. On voit que les gens qui sont au courant, ça fait une différence. Mais il apparaît qu'il y a un léger effet négatif. Donc il est possible qu'en fait le diable existe et que les prières aient un effet négatif. Ça, je ne pourrais pas éliminer tout à fait la question du diable. Donc Russell, évidemment, en plein de texte, il se moque. Il dit si j'étais tout puissant, j'ai des millions d'années pour me livrer des expériences et que tout ce que j'arrive à faire c'est l'homme ou tout ce que j'arrive à faire c'est clair, etc. Je ne serais pas très fier de moi, quelque chose de même. Il dit aussi c'est comme ces gens qui se regardent dans cet être humain, qui se regardent dans un miroir et qui croient que ce qu'il voit est tellement magnifique qu'il doit avoir une intention cosmique, qu'il doit toujours être là pour le créer. Enfin, je veux dire, si vous avez des discussions avec des croyants, chez Russell, vous avez des arguments qui sont réduits à l'absurdum. À mon avis, vous en avez toute ma vie. Alors, comment dirais-je, je vais peut-être terminer sur ce qui me paraît quand même le bilan de Russell. Donc, je pense effectivement que, comme penseur, par exemple, pour justement la question des intérêts de l'athéisme, je pense que c'est un des penseurs majeurs de ce siècle. Et je pense aussi que ce qui est très important, c'est que chez lui, comme dans l'histoire de la philosophie fondamentale, il y a toujours la question de la vérité qui domine. D'accord ? Il défend toujours la question de la vérité. Or, c'est une question qui a complètement disparu des débats. Moi, je ne sais pas si vous écoutez parfois les débats sur la religion, mais la question de la véracité de la religion a presque disparu. Parce que beaucoup de chrétiens sont devenus plus ou moins postmodernes, c'est-à-dire ils croient ce qui leur plaît, ça les rend heureux, ça leur fait plaisir, etc. Ok, ça nous rend heureux, mais qu'est-ce qu'il en est ? Ils croient que Dieu est là parce que c'est une création de notre... Ils ont une vision idéaliste des choses. Moi, j'ai une vision réaliste. Si Dieu existe, Dieu est quelque chose qui existe en dehors de moi, comme les tables, les chaises, etc. C'est pas un truc qui est dans mon esprit. Mais non, c'est un truc auquel je pense la nuit, etc. Et donc, on a abandonné la question de la vérité et de l'objectivité. Et chez les incroyants aussi, parce que les incroyants sont tombés là-dedans aussi. Les incroyants, non, la religion, non, c'est pour la laïcité, c'est pas gentil que les femmes, c'est pas gentil que les homosexuels, c'est pas gentil que c'est ça. Et ça avait tous des trucs, mais de toute façon, on s'en fout. Je veux dire, si Dieu existe et que Dieu n'aime pas les femmes ou les homosexuels, ou les féministes, et là, ben, tant pis, voilà, vous devez se mettre à la main de Dieu. Au moins, les gens qui croient littéralement aux Écritures, ils sont cohérents. Mais il n'y a pas de cohérence à adapter les Écritures, comme on essaie de le faire sans arrêt, même du côté musulman, libéraux éclairés, à prendre des textes sacrés et essayer de les adapter au bout du jour. C'est une démarche intellectuellement scandaleuse. Évidemment, je préfère qu'on fasse ça plutôt que d'aller fusiller des gens, ça c'est vrai. Mais, ça c'est vrai d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue intellectuel, ça ne va pas. Un jour, il y avait un débat avec Tariq Ramadan à l'ULB, il y a quelqu'un qui a dit, on a abandonné les versets, bon, moi je connais rien encore, mais les versets qui justifiaient l'esclavage, pourquoi on n'abandonne pas ceux qui discriminent en matière d'héritage entre hommes et femmes, etc. Et moi j'ai dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ça, vous devez revenir aux versets justifiant l'esclavage. Soyez logique, si vous êtes comme, qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il a vraiment voulu dire? Vous dites c'est des textes sacrés, alors soyez cohérents. Et d'une certaine façon, c'est quelque chose qui m'irrite très fort dans la culture contemporaine et dans toutes les discussions sur la religion, c'est que cette idée d'objectivité et de vérité a disparu. Or, chez Russell, au moins, elle est centrale. Évidemment, il trouve des assertions complètement, manifestement fausses, mais au moins, il donne un sens en termes de vérité et de fausseté. Alors, pour moi, un des autres aspects de Russell, c'est qu'évidemment, il y a tout l'aspect, si vous voulez, qui maintenant appartient au passé, mais ne se faisait pas à l'époque, la libération des mœurs, le féminisme, etc. Il est aussi un exemple de critique de la propagande de guerre pendant la guerre de 14, etc., particulièrement de toutes les formes de fanatisme. Au point de vue de la philosophie, comme je l'ai dit, il a été une étape dans le développement de la logique au XXe siècle, qui était quelque chose d'important.
important, il était une étape principale, peut-être était plus important, Pirine aussi, mais il était une étape. Il est le fondateur, d'une certaine façon, de ce qu'on appelle la philosophie analytique. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à la philosophie, vous devez rendre compte qu'il y a la philosophie analytique et la philosophie dite continentale. La philosophie continentale a tendance à dominer sur le continent, c'est-à-dire en Europe continentale, mais surtout en France, dans les pays latins, en Allemagne aussi, évidemment, avec toute la tradition humaniste allemande, et la philosophie analytique, elle, du côté anglo-saxon, on va dire, mais on peut dire que ce n'était pas du tout le cas, par exemple, à Cambridge, quand on était étudiant, la philosophie l'idéalisme allemand dominait tout à fait la façon de penser, et d'une certaine façon, il a instauré un style en philosophie qui est basé sur la clarté, sur l'amour des sciences, sur l'amour de la logique, etc. Et voilà, je pense que ça c'est aussi un legs assez important de Russell. Alors je vais terminer en disant que ce que j'ai toujours trouvé, une des choses que j'apprécie chez lui, ou que j'essaie de me forcer à être d'accord avec lui, c'est ce mélange de pessimisme et d'optimisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un évidemment qui a grandi, et il le dit souvent, dans l'optimisme victorien. Maintenant, à l'époque de la reine Victoria, bon, à cause de la sexualité, de la morale, de l'hypocrisie, etc., ça nous paraît une période horrible, etc. Mais en fait, c'était une période où il y avait des progrès, y compris les progrès sociaux. C'était avant la guerre de 14, et les gens étaient dans un optimisme qui était détruit par la guerre de 14. C'est la guerre de 14 plus que celle de 40 qui a mis fin à l'optimisme de la civilisation européenne, et qui a, d'une certaine façon, mais Russell, d'une certaine façon, alors qu'il se rend compte, justement, ce serait rassurant de se dire que cette guerre a été faite pour des raisons purement rationnelles, économiques, etc. Alors qu'il se rend compte du caractère profondément irrationnel de l'être humain qui a créé une explosion, il y a eu cette espèce d'explosion de l'océan de folie sur lequel flotte de façon incertaine la projet de raison humaine lors de la guerre, est resté d'une certaine façon optimiste, en pensant toujours qu'il y avait quelque chose à faire malgré les constats qu'il avait faits des difficultés auxquelles il était réaliste. Merci. Parfois, on a un micro sur la télé pour les questions, donc je voudrais quand même remercier Jean pour l'initiation. Je ne sais pas si c'est une initiation pour tout le monde, pour ceux qui connaissaient ou pour ceux qui ne connaissaient pas. Je sais pas si les gens sont spécialistes de ça. L'approche de Dussel qui est, je trouve, très large et qui, moi, en tout cas, m'a fait découvrir des choses. Comme vous voyez, j'ai les mains vides, je n'ai pas de micro. Je vais poser des questions quand même, mais vous y allez fort pour qu'on entende. Qui commence? Oui. En fait, c'est pas spécialement. Enfin, si, c'est. Non, la forme question, c'est presque de la rhétorique quand je dis ça. Donc, comment dire, il n'y a pas une contradiction, mais en fait, ce qui est souvent lié aux rationalistes en général, entre le fait d'être matérialiste sur plein de plans au niveau scientifique et au niveau de la recherche de la vérité, etc. Il y a plein d'aspects sur le progressisme, etc., où il y a une approche matérialiste et donc anti-idéaliste. Mais d'un autre côté, dire que par exemple la guerre a une cause justement irrationnelle. Parce que si évidemment il y a passé à jour le fait qu'on ne fait pas la guerre par la démocratie, et alors il dit que ce n'est pas non plus pour des raisons économiques, et que c'est par rationalisme. Donc la solution, c'est de changer les esprits. Donc ce n'est pas vraiment une solution de matérialiste, dans le sens où effectivement le changement de système ne va pas amener à la fin de la guerre, puisque même dans un système économique qui empêcherait la guerre, apparemment, il y aurait un irrationalisme chez les gens. Donc le changement, ce serait par rééducation, donc c'est plus consolidation, et vraiment ça ressemble toujours au problème du missionnaria religieux, en quelque sorte. Mais, oui, je comprends l'objection, mais je pense que j'y réponds d'ailleurs dans une des préfaces, mais c'est. D'abord, premièrement, il y a une confusion avec le mot matérialiste. Russell discute de ça d'ailleurs, dans la pratique de la théorie des bolchevisme. Il y a, comment dirais-je, il y a le matérialisme philosophique dirait que les événements dits mentaux sont en réalité liés à des causes physiques, des causes dans le cerveau. C'est le cerveau qui produit comme disait un matérialiste du 19e siècle, le cerveau produit à penser comme le foie produit la vie. C'est pas tout à fait ça, mais disons, d'une certaine façon, le cerveau il a un organe matériel qui produit. D'accord ? Alors il y a le matérialisme historique qui est repris par les marxistes et qui disent que les causes principales sont des
Et ça, c'est pas du tout philosophiquement, ce sont des choses indépendantes. Comme il dit, vous pourriez croire que les causes sont géographiques, par exemple, sont dues au climat, je ne dis pas que c'est juste. Mais si vous pensiez ça, vous pouvez très bien être matérialiste au sens du matérialisme philosophique. Vous pouvez penser que les causes sont dues à la surpopulation, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que c'est juste, je dis simplement que c'est compatible le matérialisme philosophique. Il y a une. Russell dit que c'est important de faire la distinction entre le matérialisme historique tel que le marxisme le voit et le matérialisme philosophique qui est beaucoup plus large d'une certaine façon. Et vous pourriez avoir le matérialisme historique qui serait fait, même si, d'une certaine façon, les événements mentaux ne peuvent pas être expliqués par des événements physiques, parce que les événements mentaux, les causes économiques, auraient quand même à voir avec la psychologie humaine. C'est vraiment une doctrine, si vous voulez, sur les déterminants de l'action humaine au niveau psychologique. Et la question de savoir si la psychologie humaine est ultimement rapportable dans quel sens à des événements physiques dans le cerveau, est tout à fait indépendant de la question de savoir si ce sont des causes économiques qui sont déterminantes en dernière instance. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que Russell, je pense, n'est pas naïf. Keynes lui faisait une objection un peu du même type. Keynes disait, mais ça c'est une objection qu'on fait souvent aux rationalistes, il dit vous décrivez toute l'histoire humaine comme un flot d'irrationnel, et qu'est-ce qui vous fait espérer que ça changera un jour? Donc, ça c'est ce que Keynes disait. Mais, parce qu'ils se connaissaient tous, hein, bon, et c'était le cercle de Newton, etc. Et non, c'est une vie intellectuelle, la vie intellectuelle de l'époque édouardienne, plutôt l'époque, disons, du début du XXe siècle, en Angleterre, est très très intéressante. Hein, c'est moins aussi intéressant que la vie intellectuelle française de l'après-guerre. Mais c'est. Donc, il me faisait cette objection, mais je pense que Russell n'était pas naïf. Russell, évidemment, attachait de l'importance à l'éducation. Il a attaché de l'importance aussi à la libération des tabous religieux, etc. Et d'une certaine façon, je pense que ça s'est produit jusqu'à un certain point dans la société. Il pensait aussi à des institutions comme l'ONU. Donc, si vous voulez, ce n'est pas antimatérialiste au sens où c'est purement du prêchi-prêcha. Il ne pensait jamais que c'était simplement prêcher la bonne parole de sa qui allait faire changer les mentalités. Il pensait qu'il fallait des changements structurels. Mais c'est vrai qu'il ne pensait pas, comme le pensaient les marxistes, c'est-à-dire les marxistes soviétiques à son époque, que la solution se trouvait dans la révolution soviétique. Mais ça ne veut pas dire qu'il était contre le fait de changer les structures économiques, il en parle tout le temps. Son livre, par exemple, ici, de l'antipoétèse est une défense du socialisme, sauf qu'il discute évidemment des dangers de l'État. Si vous voulez voir ce qui me paraît être une réalisation, évidemment, ce n'est pas que ses idées à lui, mais si vous connaissez le film de Ken Loach qui s'appelle L'Esprit 45, qui est sur la prise du pouvoir des travaillistes en Angleterre en 1945 et les transformations qui ont été faites à cette époque, je pense que c'est ce que vous pouvez trouver le plus proche, en tout cas dans l'histoire de son pays, des idées qu'il mettait en avant. C'était sûrement ce qu'on appelait, on appelait longtemps des réformes de structure, c'était des changements structurels dans la société. C'était changer l'esprit des gens. C'est quand même une simplification de. Enfin, c'est pas aussi simplement de dire qu'il suffit de changer les mentalités. C'est pas non, je ne pense pas. Ça, mais seulement, évidemment, il pense aussi que les changements structurels doivent être faits en pensant aux mentalités. C'est-à-dire, effectivement, c'est une de ces critiques, évidemment, de l'Union soviétique, c'est qu'il ne pensait pas que dans ce qui était en fait une dictature, on pouvait espérer un changement, justement, un changement de mentalité, pas nécessairement dans le sens total. Oui. Oui, Serge, vas-y. Parce que c'est un peu dans la suite de Jean-Michel Rapicière, dans la suite de la question qui vient d'être posée, dans le rapport entre ce qu'on appelle le matérialisme philosophique et le matérialisme historique ou le matérialisme économique. Il me semble, mais je ne connais pas Russell, parce qu'il le connaît, que sa conception qui fait du matérialisme, c'est une conception assez réduite, assez réductrice, parce qu'il le voit selon les poncifs de l'époque qui ont été développés par Kautsky, etc., et qui réduisaient la conception matérialiste historique du marxisme à cette idée, l'économique est en dernière instance ce qui influence tout le reste, sans voir nécessairement de retour sur les choses. Et la réflexion que tu as donnée sur la guerre, où sa critique du marxisme part de cette idée que si la bourgeoisie est très clairement consciente qu'elle fait la guerre pour des motifs économiques, parce que les Allemands, ils vont empêcher, ils veulent des marchés, le monde ouvrier, lui, va se jeter dans la guerre pour des motifs psychologiques. Et là, je me demande, c'est une question que je pose,
hein, parce que je ne connais pas ça. Est-ce que Russell a adhéré aux conceptions psychologiques du socialisme que développait De Man dès 1926? Alors, il faisait de Man la critique du marxisme, qui n'était pas le marxisme de Marx et d'Engels, mais qui était le marxisme sclérosé et limité, la critique selon laquelle ce n'est pas les luttes de classe, les intérêts économiques, mais plutôt les motivations psychologiques de gens aigris qui voulaient des richesses, qui motivaient les travailleurs à se battre. Donc on a un peu le même raisonnement qui est introduit, comme tu l'as dit, la psychologie, comme étant le fer de lance de l'attaque contre le marxisme de l'époque, mais qui n'est pas celui d'Engels et de Marx, mais qui est celui tel qu'on l'a réduit à ce qu'aujourd'hui encore souvent on considère être ce lien simple entre les forces économiques qui déterminent tout le reste. Oui, non, je ne pense pas qu'il connaissait De Man, mais je ne connais pas très bien De Man. De Man ne cite pas Russell. Quoi? De Man ne cite pas Russell. Non, j'avais compris que Russell connaissait De Man, si De Man était quand même associé. Enfin, moi, je n'ai jamais vu de référence à De Man, donc je ne peux pas te répondre à ça. Mais, tu vois, d'abord, Russell, évidemment, comme Chomsky, et ça c'est une grande différence aussi avec les marxistes, et aussi avec Kropotkin, par exemple, c'est qu'ils ne croient pas qu'il existe dans les affaires humaines des explications particulièrement intéressantes de phénomènes, etc., historiques. Ils ne pensent pas qu'il y ait des lois de l'histoire, une compréhension de l'histoire, etc., d'un point de vue scientifique. Ils pensent que le problème est bien trop compliqué pour être étudié scientifiquement. Donc ça, c'est vraiment une grande différence avec les marxistes qui, en général, ont tendance à croire qu'ils ont une science de l'histoire ou une science de la société. Une des façons, puisque je vous ai déjà raconté plusieurs ironies de Russell, une de ces ironies, c'est ceci. Il dit le monde moderne est dû à la science est due à Galilée, la Galilée est due à la Renaissance est une réaction à la chute de Constantinople. La chute de Constantinople vient de l'immigration des tribus turques d'Asie centrale. L'immigration des tribus turques d'Asie centrale est due à l'assèchement des plateaux d'Asie centrale. Par conséquent, la science qui explique tout en dernier instant, c'est l'hydrologie. Il dit ça dans un livre qui s'appelle, un très très intéressant livre, qui s'appelle l'histoire des idées au 19e siècle. C'est une drôle de traduction parce qu'en anglais ça s'appelle Freedom and Organization, liberté et organisation. Mais c'est toute l'histoire des idées au 19e siècle, et ça passe en revue le marxisme aussi, les théories économiques, etc. Il est très critique de tout, donc il est sceptique vis-à-vis de ça. Et moi je le suis aussi, donc évidemment, je n'ai pas d'explication psychologique, je dis simplement que le facteur psychologique est en général ignoré, et que l'idée que, comme il dit, les marxistes ignorent l'océan de folie, sur lequel, et alors ça leur donne une vue procrustéenne, comme il dit, de la vie de l'instinct, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à ignorer cet aspect-là. Maintenant, même si on tient compte de cet aspect-là, c'est pour ça qu'on a une autre théorie, comme quoi tout serait expliqué par la psychologie humaine. Tout est expliqué par rien, parce qu'il n'y a jamais de vraie explication scientifique de la nature humaine qui est bien trop compliquée. Moi, je suis d'accord avec, puisque tu as mentionné mon attachement à Chomsky, qui est un peu pareil à celui de Russell. Chomsky, à un moment donné, il y avait, dans la guerre de Vietnam, il y avait une conférence qui rassemblait des leaders religieux, des spécialistes des sciences humaines, pour essayer de trouver de meilleures solutions à leur situation au Vietnam. Bon, Chomsky, la seule solution qu'il avait, c'est celle qui a finalement été adoptée, c'était de s'en aller. Mais à ce moment-là, il cherchait des solutions que nous cherchons maintenant, la guerre de la terreur, etc., etc. Et alors, il dit la seule question qui peut se poser, c'est de savoir si c'est plus ridicule de demander aux représentants de grandes religions de trouver des principes moraux, ou de demander aux représentants des sciences humaines des principes scientifiques, des doctrines scientifiques bien établies et qui s'appliquent aux affaires internationales. Et s'il y a encore de doctrines bien testées empiriquement, ça c'est la question fondamentale, bien testées empiriquement, et qui s'appliquent à la conduite des affaires humaines, alors c'est un secret bien gardé. Je pense que Russell aurait dit la même chose. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, on aurait une autre théorie, pour l'homme demain, avec une autre théorie, je peux la voir bien demain, mais on n'a pas une théorie psychologique des phénomènes humains à la place d'une théorie économique. Tout le monde. Russell donne des tas d'exemples où il donne des exemples, par exemple, sur l'émancipation des femmes. Il dit l'émancipation des femmes, elle n'est pas bien à cause des écrits de mine, elle est bien à cause de la guerre, parce qu'en fait, il faut travailler les femmes dans les usines, etc., etc. Donc, il donne des tas d'exemples de déterminisme économique, mais il n'accepte pas l'unilatéralisme de ce déterminisme économique. Alors, tu parles de Kautsky, mais n'oublie pas qu'une personne que je connaissais au moins dans ma jeunesse, c'était Althusser, et c'est Althusser qui parlait de détermination à la dernière instance par l'économie.
l'économie, ça fait longtemps que Russell, Kautsky, Gramsci et compagnie. Juste ceci encore, hein. Le déterminisme et son absence de prise en conséquence de l'irrationalisme, c'est une conception réductrice du marxisme selon laquelle demain on va l'attaquer, et Russell me semble l'attaquer aussi. On ne prend même pas le 18 Brumaire, hein, le texte de Marx sur l'accession du petit Napoléon au pouvoir, où il montre tous les aspects irrationnels. On prend le Capital de Marx. Il n'y a pas un livre qui peut paraître plus économique que le Capital. Les aspects d'irrationalisme s'y retrouvent quand on parle de la naissance du profit et de la course au profit pour lesquels... Bien sûr, mais seulement tu as... C'est une réduction. Oui, mais tu as ça dans le marxisme soviétique aussi, il n'y a pas ça que chez le Renégat Trotsky. Tu as ça aussi dans tout le marxisme soviétique, et tu as ça dans si tu prends le livre des éditions du Progrès, tu trouveras ce même genre de vision des choses. Et tu l'achètes, tu l'as aussi chez Kenny, évidemment. Juste une dernière remarque. Oui. Pour remettre, je pense que surtout le problème, c'est que c'est la conséquence au niveau de si on veut changer la société, si on dit que en dernière instance, comme bien choisi, au bout d'un moment, si on veut prendre une décision à partir de cette idée, si on veut vraiment agir pour faire changer les choses, soit on décide déjà que c'est en dernière instance, c'est-à-dire pas uniquement en dernière instance l'économie, soit en dernière instance l'esprit rationnel, l'écologie, etc. Et alors, soit on va essayer si le coup de Il n'y a pas de chose. Ben Est-ce que c'est la mécanique ou l'électromagnétisme? Si on veut agir, il faut évidemment choisir. Je pense. C'est blanc ou alors. Agir quand on est intellectuel et qu'on peut travailler dans le monde universitaire et rester en dehors du combat, ça va, mais quand on veut prendre position concrètement sur le terrain, on est mieux de choisir. C'est ça que je parle. Oui. Oui, c'est ça. On peut revenir un moment sur les principes. Tu peux revenir sur tout ce que tu veux. Moi, je ne suis pas là pour te censurer. Je trouve le commentaire sur les principes un peu sévère, disons, fondé, mais un peu sévère. Google, c'est 1931, c'est le cerveau de Frankel, ça fera plus postérieur. Non, ça va. Oui, mais enfin, le grand développement qui pourrait vraiment ajouter pour la santé dans les années 1930. Ce que j'approcherais plutôt à la théorie des ensembles de Russell, c'est une lourdeur qui est terrible. Alors, on va prendre un exemple qui est cité, si on voit par exemple les fondements d'analyse, description précise et donc réelle, c'est un peu la même différence quand la théorie de Cauchy, c'est de l'idée. Il y a d'un côté, si on prend la théorie des coupures, elle définit parfaitement les règles aussi, mais elle est pratiquement inexploitable tellement elle est lourde. Et la théorie de Cauchy, les plus opératoires. Donc c'est... La théorie du gaz, c'est beaucoup plus lourd. C'est énorme, mais il faut des centaines de pages. C'est ça qu'on parle de définition, c'est une lourdeur terrible. Moi, j'ai jamais étudié ça, je ne suis pas logicien, mais je crois qu'il y a peu de gens qui connaissent vraiment la... Enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez un logicien. Je l'ai connu. Alors, pour l'anecdote, mais c'est tout à fait différent. Il y a aussi certaines contradictions dans la vie privée de Russell. Il a promis effectivement lui au livre très longtemps, il s'est marié 5 fois. Justement, ça montre qu'il n'était pas attaché à rien. Oui. C'est 4 fois ou 5 fois? Je crois que c'est 4 fois. Bon, on ne va pas chipoter. Oui, Michel. Une question tout à fait générale dans le cycle de Sartre et Camus. D'après ce que j'ai compris, Russell va écrit comme un sceptique, essentiellement un sceptique. Oui, mais un sceptique réaliste, pas un sceptique, pas un sceptique pyrrhonien, c'est pas quelqu'un qui rejetait la notion de vérité a priori. Oui, mais ma question, est-ce qu'il est comparable aux deux autres? Est-ce qu'il a un rapport philosophique particulier? Sinon, sa critique des religions, sa critique de la politique. L'idéalisme. Donc moi je pense que, non, c'est vrai qu'il n'a pas de doctrine philosophique, ça c'est vrai. Mais c'est un peu normal parce que si vous voulez, il a voulu introduire un style en philosophie qui est aussi inspiré. Il faut bien se rendre compte que pour Russell, contrairement à la plupart des philosophes contemporains, on va dire, je veux dire de façon provocatrice, son Dieu c'est la science. C'est-à-dire, pour lui c'est toujours l'idéal de la science, l'idéal du raisonnement scientifique.
tradition empiriste anglaise, c'était de mettre en avant le scepticisme par rapport aux doctrines révélées, aux idées a priori, etc. Donc, au jugement synthétique a priori, si vous connaissez ça. Donc il y a toujours ce scepticisme qui est très très fort dans la tradition empiriste et la tradition du positivisme logique, qui n'est pas vraiment celle de Russell, mais qui a souvent influencé ce qu'on a appelé les positivismes logiques du cercle de Vienne, etc. Donc moi je pense qu'évidemment il n'y a pas de doctrine, mais si vous prenez l'histoire de la philosophie occidentale, c'est une critique. Toute l'histoire est une démystification de la philosophie, donc d'une certaine façon, oui, comme il y a une démystification de la théologie, si vous voulez, dans d'autres livres. Parce que pour lui, la façon d'étudier le monde, c'est par la science. Donc évidemment, c'est une critique de la façon philosophique d'approcher les choses telles que les philosophes le font d'habitude. Il dit ça à la fin, il dit la méthode que j'ai introduite, la méthode analytique, il dit ça tout à la fin. Non, j'ai le premier livre. Il dit ça, il dit à un moment donné que les philosophes de ma tendance reconnaissent volontiers qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est qu'il y a des vérités, qu'il y a un moyen d'accéder à des vérités qui sont cachées à la science et à l'intellect, un moyen d'accéder qui serait la révélation, l'intuition, la lecture des textes sacrés, etc., etc. Donc vous avez ça énormément dans la tradition philosophique sous une forme gnose. Et donc son œuvre est essentiellement effectivement critique, mais il a introduit, si vous voulez, pour moi je m'intéresse comme l'a dit Pierre, à la philosophie des sciences, et dans la philosophie des sciences dite anglo-saxonne, si on appelle ça comme ça, évidemment le style analytique est très très fort, c'est-à-dire un style où on cherche à définir ce dont on parle, des arguments, à être précis, etc. À faire plus ou moins comme ce qu'on fait en science. Et donc ce style-là, on en a en grande partie redevable à Russell. Je pense que c'est surtout ça. Maintenant, si vous... À Liège, on m'avait posé la question du rapport avec Sartre. Bon, moi, je pense qu'il n'y en a aucun. Je pense qu'il n'y a aucun rapport philosophique. Et je ne pense pas qu'ils s'apprécient mutuellement. Oui, ça vient des gars, mais je pense que... Oui, je pense que philosophiquement... Russell est très critique de personne dans l'histoire de la philosophie occidentale. Il ne parle pas de Sartre, mais un disciple de Russell, qui était plus ou moins un disciple, j'appelais Ayer, qui était un positiviste logique, si on veut en anglais, qui était plus radical que Russell, et qui a un livre qui s'appelle La philosophie au XXe siècle, qui est un peu la suite de l'histoire de la philosophie, et qui alors, évidemment, il parle de Sartre, etc., de façon très critique. Je pense que le style des philosophes analytiques, s'il parle de Sartre, bon, Camus est plus un romancier, donc c'est difficile de passer considéré comme un écrivain, on va dire. Mais Sartre, je pense qu'il passerait pour quelqu'un d'extrêmement obscur et pas... Je ne vais pas me lancer dans une critique de Sartre, parce que je l'aime relativement bien, en fait, mais je ne peux pas le prendre au sérieux comme philosophe. Je ne sais pas si vous prenez la phrase de Sartre, par exemple, bon, lançons-nous là-dedans, l'homme est l'être dont l'être est de n'être pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que la théorie de l'évolution, l'évolution de la sélection naturelle a produit un être dont l'être est de n'être pas? Comment est-ce qu'un animal a commencé à ne plus avoir d'être? Par exemple. Je veux dire, sa notion de liberté est totalement incompréhensible. Juste un mot pour te rassurer, Michel, peut-être Patrice pourra confirmer. Le choix des 3 thèmes de conférence n'est pas du tout un choix qui est vu comme une espèce de présentation de ce qui serait une doctrine ou un système. L'idée était, on a envie de discuter de philosophie et on a envie de le faire à partir de philosophes, peut-être pas purement philosophes, sûrement pas pour Camus, mais qui d'une manière ou d'une autre apparaissent comme des athées. En fait, après ce qu'on m'a expliqué, pour Russell c'est tout à fait clair. Je pense qu'on chipote sur les mots quand on dit qu'il n'était pas le petit jeu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai raconté sur le petit jeu entre agnosticisme et athéisme, qui à mon sens est une plaisanterie. D'un autre côté, effectivement, Sartre est tout à fait différent, mais on peut dire que dans une certaine mesure, il a produit quelque chose comme un système philosophique. Camus, pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, l'idée était vraiment, chaque fois, d'aborder ce genre de discussion, ce genre de problème sur des angles différents, et à partir de penseurs du XXe siècle, plutôt que de remonter au XVIIIe comme on le fait souvent. Non, ça
Camus et Sartre, pour l'ère francophone, ce sont deux très bons choix sur l'athéisme. Mais la corrélation, elle est uniquement à travers notre programmation, je pense, c'est pas autre chose. Ok, je m'excuse d'avoir coupé ceux qui auraient voulu intervenir, qui voudraient intervenir. Tout le monde est épuisé? Moi, j'ai souvent parlé de Russell justement à mes amis, parce que je pense qu'il est peu connu, comme je suis. Oui, Marc? Quand on est à faire les liens entre les penseurs dans ces est-ce qu'il y a des liens entre Russell et quelqu'un comme Herbert Simon sur la rationalité limitée? C'est mieux après, hein, ça. 57, 57, on peut trouver. Russell avait sûrement pris l'activité philosophique à ce moment-là, à ma connaissance. Mais c'est plus. Je pense à son idée sur l'irrationnel est plus intuitive, plus effectivement ça peut être la guerre. Oui, oui. J'ai parlé d'une variable de la guerre froide où il avait eu une activité que vous n'approuviez pas. C'était Oui, oui, oui. pas logique comme Marx. C'était quoi exactement qu'il a fait? C'était pas dans la ligne de l'antirationalisme. J'ai un texte ici assez intéressant, l'article de A.F. Stone, qui s'appelle Bertrand Russell comme force morale dans la politique mondiale, et qui fait un peu le bilan de l'histoire de Russell. Bon, lui, il explique que A.F. Stone, c'est un journaliste américain indépendant qui a fait un journal de Stone, je crois, qui était un des principaux journalistes, si on veut, critiques de la politique américaine pendant la guerre du Vietnam, mais aussi avant la guerre froide, etc. Il dit que pendant la guerre froide, avec l'atmosphère qu'il y avait aux États-Unis, il avait beaucoup d'intérêt dans ce que disait Russell. Mais il est critique de Russell parce que je pense que Russell a été manipulé jusqu'à un certain point pendant la guerre froide. Par exemple, les services anglais lui envoyaient tous les exemples de censure qu'il y avait en Union soviétique. Et il n'était pas mince. Il ne faut pas oublier qu'on parle des années 40, 48, 49, etc., la période de Zhdanov, si vous connaissez ça, la période du réalisme socialiste en littérature, de la lutte entre les deux sciences, avec Lysenko et la pseudo-biologie soviétique, etc. Donc ça, c'était pas des trucs qui étaient de nature à lui inspirer une grande admiration pour la patrie du socialisme. Je veux dire, si vous lui expliquez qu'on fait de la pseudo-science en biologie et que c'est imposé par l'État qui interdit aux dissidents, aux opposants de s'exprimer librement, vous imaginez bien que ça peut... Déjà qu'il n'a pas été enthousiaste pour la révolution russe en 1920, en 1948, il n'était pas du tout. Hein. Et donc, je pense qu'alors, il a participé à congrès pour la liberté culturelle. Il y a un livre qui s'appelle, j'oublie l'auteur, je n'ai pas préparé ça, mais Coupé de Piper, qui a... C'est un livre sur la guerre culturelle, la guerre froide culturelle, qui explique qu'en fait, il y avait toutes sortes de fondations, y compris d'art contemporain, etc., qui étaient financées par la CIA, et qui essayaient de rassembler des intellectuels de gauche non communistes dans la croisade anticommuniste des États-Unis, à mon avis, à laquelle Russell n'adhérait pas, mais dans laquelle il est rentré, et je pense qu'il était même, à une certaine époque, assez favorable à l'OTAN, des trucs comme ça, il avait été en Norvège, poussé. Donc je pense que dans l'après-guerre, d'ailleurs, il a eu le prix Nobel de littérature, il est devenu, d'une certaine façon, je dirais qu'entre 45 et 55, il est devenu, pour l'establishment, quelqu'un de respectable. Il a eu le prix Nobel de littérature en 50, mais en 55, quand il fait le manifeste avec Einstein, il redevient quelqu'un de critique, puisqu'il dit, bon, il faut absolument dépasser la guerre froide, sinon c'est la fin du monde. Et puis après, il est encore arrêté dans une manifestation antinucléaire à Trafalgar Square, il devient président du comité pour le désarmement nucléaire, etc. Puis à la guerre du Vietnam, et là il redevient infréquentable. Mais je pense à la période de 10 ans, entre 45 et 55, il est de facto aligné sur l'establishment à cause de son anticommunisme, son anticommunisme, et dont on peut comprendre les raisons jusqu'à d'être communiste à l'époque. On s'en tient là?
Alors, avant de se dire au revoir quand même, juste une petite chose. Je vous ai expliqué que la prestation de Jean et celle qui sera celle de deux autres orateurs, on est très heureux de la voir et on est vraiment très contents. Donc ils nous offrent 3 conférences. Ils le font, je le dis tout à fait gentiment, tout à fait gracieusement. Alors on a quand même pensé que ça serait gentil d'offrir un petit cadeau, parce qu'on trouvait que Jean était un peu trop peu cultivé. On propose d'aller enrichir sa culture avec un bon d'achat de 18 € à la cible.